Deux chiffres illisibles ont stoppé un camion de ciment. Quand le couvercle s'est levé, les officiers ont vu des barils scellés, puis l'enquête a recollé un décalage de date, des trajets trop réguliers et l'absence de chantier crédible, jusqu'à révéler des explosifs, du cyanure concentré et des médicaments falsifiés cachés sous le ciment. D'un poste frontalier, l'affaire a dessiné une architecture clandestine traversant plusieurs pays, dans un Sahel déjà instable et des institutions fragilisées. Que change pour les riverains le nom d'Ibrahim Traoré? Sans effet de manche, une vigilance ordinaire devient un test d'état mesurable dans la durée. Elle ne cherche pas les faits, mais la clarté, et elle s'impose une limite simple, ne retenir que ce qui est observé, enchaîné, puis rendu compréhensible. Le bénéfice pour le public tient en une ligne, comprendre des risques concrets, sans exagération ni omission. À partir d'un contrôle banal, l'affaire devient un test de capacité administrative parce qu'elle oblige à distinguer l'accident isolé d'un flux organisé et à mesurer ce que la routine laisse passer quand l'attention s'use. L'enjeu dépasse l'interpellation d'un convoi, il touche la discipline des contrôles, la fragilité des frontières et la résistance des institutions dans la durée. Un détail compte plus qu'un slogan, une variation de volume sur quelques semaines suffit à déplacer la lecture. Si ce delta se répète, que dit-il d'un système qui s'adapte vite et d'un État qui doit tenir sans mise en scène? Une première révélation est arrivée sans bruit, portée par un chiffre clé. En quelques semaines, les volumes interceptés ont varié à la hausse, suffisamment pour signaler un passage d'une circulation diffuse à un flux organisé. Cette augmentation, modeste en apparence, a déplacé l'enquête d'une logique réactive vers une lecture structurelle, car la répétition indiquait déjà une méthode. À partir de là, chaque contrôle n'a plus été lu comme une exception mais comme un point dans une série cohérente. Le contexte explique pourquoi ce signal a compté. Le Burkina Faso évoluait dans un Sahel marqué par l'instabilité, les ruptures politiques et l'affaiblissement progressif des institutions. Les frontières, longues et poreuses, supportaient une pression constante, tandis que les contrôles reposaient souvent sur des routines épuisées. Dans un tel environnement, une anomalie chiffrée n'est jamais neutre. Elle devient un indicateur de vulnérabilité lorsqu'elle se répète, surtout si elle s'inscrit dans une chronologie précise. Les agents ont donc replacé le delta observé dans une suite de dates, reliant itinéraires, cargaisons et documents incohérents. C'est à ce moment que le nom d'Ibrahim Traoré a commencé à circuler comme un repère méthodologique plutôt que politique. À l'automne 2022, ces principes déclarés de discipline, de souveraineté et de rigueur ont offert un cadre pour lire autrement les faits. Il ne s'agissait pas de dramatiser, mais d'ordonner. En comparant l'avant et l'après de ces orientations, les équipes ont pu interpréter les chiffres comme des signaux d'alerte plutôt que comme des anomalies administratives isolées. La révélation n'a donc pas pris la forme d'un choc spectaculaire. Elle s'est imposée par accumulation, volume en hausse, trajet trop régulier, conditionnement standardisé. Ensemble, ces éléments ont dessiné une architecture clandestine reliant des cargaisons ordinaires à des réseaux transfrontaliers. Le basculement était clair, la menace n'était pas ponctuelle, mais systémique, et elle exigeait une réponse fondée sur la lecture patiente des faits, sans urgence visible ni effet de manche. Deux figures ont servi de guides silencieux dans cette phase initiale, non par héroïsme, mais par méthode. Awa, jeune inspectrice des douanes, avançait avec une précision patiente, consignant plaques, horaires et écarts minuscules sans chercher l'incident spectaculaire. Karim, lieutenant expérimenté au poste de Gawa, travaillait autrement, par mémoire du terrain,
reconnaissant les routes secondaires et les habitudes comme on lit une carte intérieure. Leur complémentarité a déplacé l'enquête d'une intuition isolée vers une observation continue. Envoyés pour regarder sans intervenir, ils ont passé des semaines immergés dans le flux des convois, partageant la fatigue des chauffeurs et la poussière des axes secondaires. Ce travail discret a rapidement changé l'échelle de compréhension. Les répétitions suspectes n'étaient plus des impressions, mais des séries cohérentes. Toujours les mêmes créneaux, toujours des cargaisons de ciment, toujours l'absence de chantier crédible. En reliant ces indices, Aoua a tracé une route d'ombre reliant plusieurs frontières. Karim, de son côté, a identifié les points où l'habitude remplaçait la vigilance. L'effet humain est apparu tôt. Les communautés frontalières, observant ces contrôles calmes mais constants, ont commencé à signaler des anomalies. La confiance, fragile, a trouvé un premier ancrage. À ce stade, l'enjeu dépassait l'interpellation d'un convoi. Il s'agissait de montrer qu'une ligne pouvait encore être tenue sans violence ni mise en scène. Le sens devenait lisible pour tous, une vigilance ordinaire, appliquée sans relâche, pouvait déjà modifier l'équilibre d'une zone longtemps considérée comme perméable. L'enchaînement a commencé par une décision simple, presque invisible, ne plus traiter un camion isolé, mais une série entière de convois. Avant, chaque contrôle se refermait sur lui-même, classé, puis oublié. Après, les équipes ont étendu l'observation à plusieurs axes du sud-ouest, notant horaires, plaques et répétitions jusqu'à faire apparaître un schéma. Ce passage de l'exception à la série a installé un rythme nouveau, où la patience comptait davantage que l'intervention immédiate. À l'aube, le premier basculement concret est survenu. Un camion immobilisé, banal en apparence, a livré des barils scellés dissimulés sous le ciment. Les ingénieurs ont identifié des explosifs instables, conditionnés de manière suffisamment standardisée pour indiquer une préparation en amont. En quelques minutes, la frontière a cessé d'être abstraite. Elle est devenue une ligne fragile entre des villages entiers et un risque létal, mesurable sans dramatisation. Peu après, la menace s'est déplacée. Les analyses ont révélé la présence de cyanure concentré, d'une pureté incompatible avec un usage minier légal déclaré. Les experts ont expliqué qu'une fuite minime pouvait contaminer une rivière entière. Cette découverte a élargi la lecture. Il ne s'agissait plus seulement de sécurité immédiate, mais de protection vitale. Le contrôle routier devenait un acte environnemental, reliant un poste frontalier à des conséquences en aval, invisibles mais durables. Ensuite, un tournant stratégique s'est imposé par comparaison. En reliant itinéraires et documents, les agents ont identifié des sociétés écrans établies dans des pays voisins. Les communications recoupées pointaient vers des relais actifs plus au nord, suggérant une coordination transfrontalière patiente. Le trafic apparaissait comme un système industriel discret, capable de déplacer ses flux sans attirer l'attention, tant que les routines restaient intactes. La tension a alors changé de nature. Un soir de janvier, une embuscade silencieuse a été tendue dans une zone balayée par le vent. Sans affrontement, les radios et les menottes ont marqué une étape supplémentaire. Chaque saisie ajoutait du poids à la preuve, non par l'effet d'annonce, mais par l'accumulation documentée. Le temps devenait un allié à condition de maintenir la discipline. À la fin de cette séquence, les chiffres se sont imposés avec leur propre résonance. Des tonnes d'explosifs, des volumes croissants de cyanure et des caisses entières de médicaments falsifiés ont dessiné l'ampleur de ce qui aurait pu frapper les populations. Ce n'était pas l'ampleur isolée qui comptait, mais la cohérence d'ensemble. Pour Ibrahim Traoré, cette chaîne d'événements validait une ligne déjà affirmée: la constance méthodique pouvait transformer une vigilance locale en rempart national, sans recourir au spectaculaire. L'avant et l'après n'étaient plus des impressions.
Il formait désormais une chronologie lisible, tenue par la répétition disciplinée des mêmes gestes. La lecture quantitative a commencé par une base claire, puis par un déplacement mesurable. Au départ, les interceptions relevaient d'anomalies dans les ponctuelles, dispersées dans le temps, sans continuité apparente. Semaines plus tard, les rapports montraient une augmentation nette des volumes saisis, signe d'un passage progressif vers un flux structuré. Ce delta simple a servi de repère. Plus les volumes augmentaient, plus le risque potentiel s'étendait mécaniquement aux zones rurales environnantes. Les ingénieurs l'ont formulé sans emphase, une masse plus importante élargit toujours le champ de danger. Un premier repère concernait les explosifs. Les analyses ont confirmé une instabilité suffisante pour provoquer des réactions en chaîne, même lors de manipulations limitées. La comparaison entre les premières saisies et les suivantes révélait une standardisation du conditionnement. Cette évolution traduisait un changement qualitatif précis. On ne transportait plus de manière opportuniste, mais selon un protocole répété. Les experts ont insisté sur un point essentiel. Chaque augmentation de volume multipliait le nombre de scénarios accidentels possibles, sans qu'une intention immédiate soit nécessaire. Un deuxième repère portait sur le cyanure. Les échantillons présentaient un niveau de pureté supérieur aux usages industriels légaux recensés dans la région. Cette différence technique, apparemment marginale, était décisive. Elle montrait que le produit n'était pas destiné à une activité minière classique. Les toxicologues ont expliqué qu'une concentration plus élevée réduisait fortement le seuil de contamination. Une fuite minime suffisait à affecter une large zone aquatique, avec des effets durables sur l'eau et les sols. Ici, le delta ne se mesurait pas seulement en volume, mais en potentiel d'impact environnemental. Un troisième repère concernait les médicaments falsifiés. Les caisses analysées contenaient des substances altérées portant des logos inexistants et des notices incohérentes. Le contraste avec des produits conformes était immédiat. Là où un médicament réglementé vise à soigner, ces contrefaçons introduisaient un risque sanitaire direct. Les spécialistes ont souligné que même à faible dose, certaines compositions pouvaient aggraver l'état des patients. Le passage d'un produit inefficace à un produit dangereux marquait un changement de catégorie net avec des conséquences immédiates pour la santé publique. En superposant ces trois ensembles de données, les équipes ont obtenu une image cohérente. Explosifs instables, cyanure concentré et médicaments falsifiés suivaient tous une logique similaire: progression des volumes, amélioration du conditionnement, répétition des itinéraires. La méthode, qui part d'une base puis mesure les écarts, permettait de relier ces éléments sans extrapolation. Chaque chiffre racontait une évolution précise du système observé. Pour Ibrahim Traoré, cette lecture chiffrée avait une valeur stratégique avant tout méthodologique. Elle offrait un langage commun entre techniciens, agents de terrain et décideurs, sans recourir à l'emphase. Les données ne servaient pas à alarmer mais à hiérarchiser. Elles indiquaient où concentrer l'effort et pourquoi. Dans cette approche, la frontière cessait d'être une abstraction géographique. Elle devenait une ligne mesurable, tenue ou fragilisée selon des indicateurs concrets. La question ouverte n'était plus celle de la preuve, mais celle de la capacité à maintenir ce niveau d'attention dans la durée. Autour de l'opération, deux lectures opposées se sont structurées, chacune appuyée sur des arguments recevables. La première, prudente, insistait sur les limites structurelles. Selon ses défenseurs, maintenir une vigilance aussi méticuleuse exige des ressources humaines et financières difficiles à soutenir dans la durée. Les institutions du Burkina Faso, rappelait-il, ont été éprouvées par des années d'instabilité politique et sécuritaire. La fatigue administrative constitue donc un risque réel. Dans cette lecture, l'opération apparaît comme une réussite ponctuelle, mais fragile, exposée à l'usure du temps et à l'adaptation rapide des réseaux clandestins,
capables de déplacer leurs itinéraires plus vite que les contrôles ne se renforcent. La seconde lecture, plus confiante, mettait en avant les résultats observables. Ses partisans soulignaient la baisse mesurée des flux interceptés après les premières saisies, ainsi que la réorganisation interne des postes frontaliers. Pour eux, la discipline appliquée a produit un effet d'entraînement clair, meilleure coordination entre douanes et unités civiles, procédures plus lisibles et coopération accrue des communautés locales. Ils insistaient sur un point précis. L'opération ne reposait pas sur un apport extérieur massif, mais sur une réallocation rigoureuse des capacités existantes. Cette méthode, fondée sur la constance plutôt que sur l'intensité, leur semblait reproductible dans d'autres zones exposées. L'examen des faits ne permettait pourtant pas d'adhérer pleinement à l'un ou l'autre camp. Les données collectées validaient simultanément les deux diagnostics. Les volumes saisis confirmaient la réalité de la menace, tandis que la répétition disciplinée des contrôles révélait la nécessité d'un effort prolongé. Ni l'optimisme absolu, ni le scepticisme mécanique ne résistaient à l'analyse chiffrée. L'enjeu réel apparaissait alors sous un autre angle. Il ne s'agissait pas de savoir si l'État pouvait gagner rapidement, mais s'il pouvait transformer une réussite opérationnelle en pratique durable. La question centrale devenait celle de la continuité. Comment maintenir l'attention lorsque la pression médiatique retombe et comment d'éviter que la routine ne recrée les failles initiales. C'est dans cet espace, entre efficacité démontrée et fragilité persistante, que se jouait la crédibilité de l'approche adoptée, telle qu'elle est lue dans le cadre méthodologique associé à Ibrahim Traoré. Ce basculement s'est cristallisé autour d'un élément longtemps jugé secondaire, les médicaments falsifiés découverts sous des cargaisons ordinaires. Jusqu'alors, l'opération visait surtout des flux perçus comme stratégiques. Avec ces caisses destinées à des structures de soins rurales, la menace a touché directement les besoins vitaux. Le centre de gravité s'est déplacé. Les explosifs et le cyanure représentaient un danger latent. Les médicaments annonçaient un risque immédiat, quotidien, silencieux. Cette découverte a modifié la lecture de l'ensemble du dispositif. Elle a révélé que le trafic ne cherchait plus seulement à contourner l'État, mais à s'insérer dans des failles sociales sensibles, là où la pénurie rend chaque livraison crédible. La protection ne pouvait plus être pensée uniquement en termes de contrôle matériel. Elle devenait une responsabilité humaine mesurable par ses effets sur la santé et la confiance. C'est à ce point médian que la ligne associée à Ibrahim Traoré a pris tout son sens opérationnel. Protéger la vie avant la loi sans renoncer à la rigueur a redéfini les priorités sans modifier la méthode. Les contrôles sont restés sobres, mais leur finalité a changé. La vigilance n'était plus seulement technique, elle devenait morale, orientant chaque décision vers l'impact humain le plus immédiat. Les effets se sont déployés en cercles distincts, touchant différemment 4 groupes clés, avec des conséquences lisibles dans le quotidien. Pour les institutions nationales d'abord, l'impact a été immédiat sur la crédibilité opérationnelle. Les postes frontaliers, longtemps perçus comme passifs, ont gagné en lisibilité. La répétition des procédures, désormais documentées, a réduit l'arbitraire et renforcé la traçabilité. Cette stabilité procédurale n'a pas produit de triomphe visible, mais elle a installé une norme mesurable. Pour les décideurs, cela a offert un levier rare, évaluer l'action publique par des indicateurs continus plutôt que par des annonces ponctuelles, en cohérence avec l'approche associée à Ibrahim Traoré. Pour les acteurs économiques locaux ensuite, l'effet s'est fait sentir dans les échanges ordinaires. La diminution progressive des cargaisons illicites a desserré l'étau sur les circuits légaux. Les marchés frontaliers ont retrouvé un équilibre fragile
mais perceptible. Les transporteurs réguliers ont vu reculer une concurrence déloyale qui comprimait leurs marges et brouillait les prix. Ce réajustement, lent, a restauré une prévisibilité minimale des flux, condition essentielle à toute activité durable. L'économie quotidienne, souvent absente des analyses sécuritaires, a ainsi bénéficié d'un effet indirect mais réel. Pour les populations riveraines, la transformation a été plus sensible encore. La vigilance accrue a modifié la relation à la frontière. Là où dominait la résignation, une participation prudente a émergé. Les signalements d'anomalies se sont multipliés, non par zèle, mais par reconnaissance d'un effort partagé. Les habitants n'ont perçu que leur observation comptait dans l'équation sécuritaire. Cette implication a réduit la distance entre autorité et communauté, sans effacer les tensions, mais en ouvrant un espace de coopération pragmatique. À l'échelle régionale enfin, les effets ont dépassé le cadre national. Des services dans les pays voisins ont observé l'inflexion méthodologique. Sans discours conquérant, l'approche burkinabé a suscité des échanges discrets centrés sur la coordination et la lecture des données. Des demandes d'informations ont circulé sur la manière d'anticiper les flux plutôt que de les subir. Cette attention régionale a renforcé la portée de l'opération en la transformant en référence technique plus qu'en modèle politique. Dans cette convergence des faits, la cohérence a compté autant que l'intention. En liant sécurité, économie et confiance sociale, la méthode a montré qu'une action ciblée pouvait produire des retombées multiples. Pour Ibrahim Traoré, la conséquence la plus durable n'était peut-être pas la saisie elle-même, mais la modification progressive des comportements autour de la frontière. Ce déplacement, discret mais mesurable, a ancré la vigilance dans la durée, au-delà de l'événement initial. Si l'on retient un scénario de base, la dynamique actuelle se maintient sans accélération notable. Les contrôles restent rigoureux, les communautés poursuivent leurs signalements et les réseaux illégaux déplacent progressivement leurs itinéraires vers des zones moins surveillées. Les flux interceptés diminuent lentement, sans disparaître. Si cette continuité est tenue, la frontière s'installe dans une stabilité exigeante, faite d'efforts quotidiens plutôt que d'événements marquants. Le coût humain et administratif demeure élevé mais supportable. Si les indicateurs restent partagés et suivis, alors la vigilance conserve sa crédibilité sans recourir à l'exceptionnel. Si l'on retient un scénario plus optimiste, l'effet d'entraînement dépasse le périmètre initial. Si la discipline interne se consolide et si les échanges techniques avec les pays voisins s'intensifient, alors la méthode gagne en portée. Les contrôles deviennent plus prédictifs, fondés sur la lecture partagée des données et l'anticipation des itinéraires. Les circuits économiques légaux retrouvent un souffle plus durable et les communautés frontalières s'approprient davantage les mécanismes de vigilance. Si cette appropriation se confirme, alors la frontière cesse d'être un point de friction pour devenir un espace géré où la prévention prime sur l'interception. La sécurité progresse sans hausse spectaculaire des moyens, par alignement des pratiques et constance des routines. Si l'on retient un scénario plus défavorable, un relâchement progressif s'installe. Si une crise économique, une rotation rapide des personnels ou une pression politique détourne l'attention, alors les routines se figent, les contrôles se normalisent, l'examen des écarts se raréfie et les réseaux testent à nouveau les failles. Les flux clandestins réapparaissent sous des formes modifiées, moins visibles mais tout aussi structurées. Si cette érosion se poursuit, la menace ne se manifeste pas par un choc immédiat, mais par une perte de confiance silencieuse. Les signalements diminuent, la coopération se replie et la capacité dissuasive s'affaiblit. Ces trois trajectoires invitent à une même recommandation de fond.
Pensez la vigilance comme une culture, non comme une réponse ponctuelle. Si l'attention est entretenue par des routines claires, des indicateurs partagés et une responsabilité distribuée, alors la frontière reste tenue. À l'inverse, si l'effort dépend d'une mobilisation exceptionnelle, il s'épuise. Le choix déterminant n'est pas celui de l'intensité, mais celui de la continuité. Pour les personnes directement concernées, l'opération a modifié des perceptions ancrées depuis longtemps, sans campagne ni discours. Dans les zones rurales frontalières, la première évolution a été un sentiment de respiration prudente. Là où l'incertitude dominait, une vigilance partagée a commencé à prendre forme. Les habitants ont compris que leur observation quotidienne pouvait prévenir un danger réel, concret, mesurable. Certains se sont identifiés comme relais discrets, signalant des anomalies sans s'exposer inutilement. Cette implication, limitée mais constante, a renforcé un lien fragile entre communauté et agents, fondé sur l'utilité réciproque plutôt que sur la contrainte. Dans les centres urbains, l'impact s'est exprimé autrement. Les postes de contrôle, autrefois associés à la lenteur ou à l'arbitraire, ont gagné en crédibilité fonctionnelle. Des témoignages ont circulé évoquant des vérifications plus cohérentes et des procédures lisibles. Sans communication officielle, une confiance pragmatique s'est installée. Les citadins ont perçu que la sécurité ne relevait pas seulement d'annonces, mais d'actes répétés et vérifiables intégrés au quotidien des échanges. Pour les jeunes, enfin, l'opération a offert un repère différent. Observer des agents agir avec méthode a produit un contraste avec les récits héroïques habituels. Des sessions d'information locale ont transmis des outils simples pour reconnaître des signaux faibles, comprendre les risques sanitaires et saisir l'utilité du signalement précoce. Ce transfert de connaissances a relié responsabilité et protection. La sécurité cessait d'être abstraite pour devenir compréhensible, presque tangible. Ces trois regards convergent vers un même effet. L'opération n'a pas suscité d'enthousiasme spectaculaire, mais une normalité nouvelle. La vigilance est devenue un réflexe partagé, non une injonction. Ce changement discret, ancré dans les gestes ordinaires, constitue un impact durable car il transforme la sécurité en pratique collective, soutenue par l'expérience plutôt que par la peur. La dynamique commence par une centralisation rigoureuse du renseignement frontalier. Chaque poste alimente une base commune permettant de croiser itinéraires, dates et volumes sans délai. Cette consolidation réduit les angles morts et transforme des observations isolées en signaux exploitables. Le succès se mesure par la rapidité de détection des écarts et par la baisse des anomalies non expliquées d'une période à l'autre. La donnée devient ainsi un outil partagé plutôt qu'un rapport figé. Elle se prolonge par une éducation civique locale ciblée. Dans des villages prioritaires, des agents expérimentés expliquent les signaux faibles, les procédures de signalement sécurisées et les risques sanitaires concrets. L'objectif n'est pas la mobilisation de masse, mais la pertinence des alertes. L'indicateur retenu est simple: l'augmentation des signalements précoces jugés exploitables par les équipes de contrôle. Cette étape ancre la vigilance dans le quotidien sans créer de tensions inutiles. Dans le même mouvement, des patrouilles civilo-militaires coordonnées sont mises en place sur des axes identifiés. Elles harmonisent les contrôles, réduisent les délais de réponse et limitent les redondances. La performance se lie dans la cohérence des rapports et la capacité à intervenir sans improvisation. Cette coordination renforce la lisibilité de l'action publique. Un autre volet concerne la réorientation économique des acteurs marginaux identifiés. Des microfinancements encadrés permettent de transformer des compétences logistiques en activités légales et stables. Le suivi s'appuie sur la pérennité des initiatives plutôt que sur leur nombre initial. Enfin, pour garder un point d'équilibre, une évaluation indépendante trimestrielle peut s'imposer chaque trimestre.
Trois indicateurs sont suivis: incidents évités, participation communautaire et confiance publique. Cette architecture traduit l'approche associée à Ibrahim Traoré, fondée sur la discipline vérifiable. Elle privilégie la continuité à l'effet d'annonce et rend chaque choix auditable dans le temps. Dans la lumière poussiéreuse d'un après-midi ordinaire, Awa est revenu sur la route étroite où tout avait réellement basculé. Rien n'y signalait l'importance du lieu. Les traces de pneus s'effaçaient déjà, et le silence rappelait les longues heures d'observation sans action. Pourtant, pour elle, cet espace résumait une transformation lente, le passage d'une vigilance résignée à une attention assumée, construite par la répétition et la précision. Ibrahim Traoré s'est arrêté quelque part en retrait, sans discours ni mise en scène. Il savait que cette route n'était pas un symbole politique, mais une frontière morale. C'est ici qu'une anomalie minuscule avait ouvert une brèche décisive, non par la force, mais par la constance. Cette reconnaissance silencieuse valait plus qu'un communiqué, parce qu'elle rappelait que l'efficacité durable se mesure dans le temps, pas dans l'instant. Awa a alors touché la note pliée qu'elle conservait depuis le premier décalage relevé. Un rappel simple, presque banal, une observation rigoureuse peut déplacer des équilibres entiers. Autour d'eux, rien n'avait changé en apparence. Et pourtant, les contrôles, les réflexes et les relations s'étaient réorganisés autour d'une idée sobre. La constance protège plus que le bruit. Dans ce retour au point de départ, l'opération trouvait son sens profond, non dans ce qui avait été saisi, mais dans ce qui avait été tenu jour après jour, sans chercher à convaincre, seulement à durer. Au crépuscule, la vie ordinaire a repris sans fanfare autour des postes de contrôle. Les vérifications sont restées visibles, mais intégrées au rythme des échanges quotidiens. Cette normalité nouvelle n'a rien d'un triomphe. Elle traduit une vigilance devenue habitude, acceptée parce qu'elle est compréhensible et mesurable. Les autorités n'ont pas cherché l'applaudissement. Elles ont rappelé un message simple: la protection durable ne repose pas sur l'exception, mais sur l'attention partagée. La portée de cette expérience dépasse un événement précis. Elle interroge une société sur ce qu'elle accepte de maintenir lorsque l'urgence s'éloigne. Rester attentif, documenter, corriger, recommencer. Ce sont des choix modestes mais exigeants qui reposent de moins sur des moyens extraordinaires que sur la discipline collective et la confiance réciproque. La question finale ne prescrit rien. Elle invite au dialogue. Que devient une frontière lorsque ceux qui la vivent décident de rester éveillés, même sans pression immédiate? Et plus largement, quelle nation se construit lorsque la vigilance cesse d'être une réaction ponctuelle pour devenir une culture commune, entretenue par chacun dans la durée?